Je souhaiterais remercier les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de présenter, participer à ce webinaire. Je suis sous la direction donc, de Raquel Urena, maître de conférence à Aix-Marseille Université, du docteur Stanislas Robodet, médecin infectiologue à l'hôpital européen et chercheur au CESTIM, et du professeur Jean Godard, praticien hospitalier et professeur à Aix-Marseille Université. Donc, effectivement, ma thèse, c'est sur la prédiction de résistance aux antibiotiques à partir de techniques d'intelligence artificielle. Donc, plus précisément, on parle de machine learning et deep learning. Et donc, pour entraîner nos modèles, on se base sur des historiques d'antibiogrammes hospitaliers. Pour voilà, un instant, ouais. Pour contextualiser un petit peu tout ça, en fait, donc l'antibiorésistance, le fait qu'une bactérie soit résistante aux antibiotiques, c'est un grave problème de santé publique et ça a été qualifié par l'OMS comme l'une des plus grandes menaces pour la santé globale. Donc, une question qui est légitime de se poser, c'est de savoir comment lutter. Il y a différentes approches possibles. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, la meilleure façon de lutter, ça réside dans une consommation correcte des antibiotiques et donc dans une prescription correcte des antibiotiques. En réalité, prescrire correctement les antibiotiques, c'est une tâche qui peut s'avérer complexe, même pour un clinicien expérimenté. Et pour comprendre un peu pourquoi cette tâche est si complexe et où est-ce que nous, on interviendra dans ce processus de décision, je vous détaillerai un peu plus tard un cas d'usage. C'est juste pour voir à peu près l'état de l'art. Donc, il y a déjà eu des tentatives d'approche de l'usage de machine learning pour prédire l'antibiorésistance. Donc, diverses approches qui se basaient, par exemple, uniquement sur les infections urinaires et des données patients, ou alors que sur des données patients électroniques, ou alors en se basant sur le séquençage du génome des bactéries. Notre approche, elle est un petit peu différente parce qu'on souhaite en fait être au plus proche de la pratique de ce qui se passe en clinique. Donc, pour comprendre un petit peu ce qui rend cette tâche compliquée, je vous détaille le cas d'usage suivant. En fait, en général, quand un médecin il est face à un patient qui présente des signes d'une infection ou à une bactérie, en général, il ne sait pas à quoi il a affaire. Donc, la première chose qu'il va faire, ça va être de prélever un échantillon pour l'envoyer à un bactériologiste afin qu'il puisse analyser l'échantillon et déterminer à quoi il a affaire. Donc, il va prélever, admettons, du sang, envoyer ce prélèvement dans un laboratoire de bactériaux. Le bactériologiste, dans la journée ou dans le lendemain, va pouvoir effectuer une observation directe, donc regarder au microscope, et admettons, il va pouvoir observer un bacille à gram négatif. Donc, il va pouvoir contacter le médecin en retour, lui dire ce qu'il a observé. À la suite de ça, il va pouvoir mettre l'échantillon en culture, donc dans une boîte de pétri. Au bout de plusieurs jours, jusqu'à 5 jours, voire plus dans certains cas extrêmes, la culture va pousser, il va avoir de nouveau des résultats, par exemple une entérobactérie. Suite à ça, dans la journée ou le lendemain, il va pouvoir enfin identifier à quelle bactérie il a affaire, par exemple la Escherichia coli. Et finalement, l'étape finale de tout ce processus, c'est l'analyse de sensibilité de la bactérie à un ensemble d'antibiotiques d'intérêt. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'antibiogramme. Ça peut prendre encore une fois 1 à 2 jours. Et comme vous aurez pu vous rendre compte, identifier la bactérie et savoir quels sont les antibiotiques qui fonctionnent ou non, c'est pas immédiat. Ça prend du temps et néanmoins, en attendant, il faut, selon la sévérité du cas, le clinicien va devoir des fois quand même faire une prescription. Donc, il fait pas ça au hasard. Il va se baser sur ses connaissances personnelles dans un premier temps, mais aussi sur un tas d'outils qu'il a à disposition. On parle d'antibioguides hospitaliers, donc des guides de bonne pratique qui sont propres à chaque hôpital et qui vont donc donner les pratiques à faire de bonnes prescriptions. C'est dans ce cadre-là, en fait, que nous, on souhaite intervenir en entraînant des modèles de réseaux de neurones qui, à chaque étape du processus d'identification de la bactérie, pourront donner une probabilité de résistance à tel ou tel antibiotique. Donc, on utilise des réseaux de neurones et en général, quand on parle de réseaux de neurones, ça fait écho à des jeux de données puisqu'il faut entraîner nos modèles et d'autant plus des gros jeux de données avec le deep learning. Donc, pour entraîner nos 10 modèles,
on se base donc sur les résultats d'une étude multicentrique qui a été menée de 2014 à 2022 sur 2 hôpitaux marseillais, donc l'hôpital européen et l'hôpital Saint-Joseph. Et à l'issue de cette étude, donc le docteur Stanislas Robaudet a fait l'extraction, le nettoyage et toutes les étapes de pré-processing des données pour qu'au final, on obtienne un jeu de données de plus de 91 000 entrées, donc des résultats d'antibiogramme et de métadonnées. Pour pouvoir entraîner nos modèles, toujours avec cette optique de rester proche de la pratique, il a fallu restructurer donc ces entrées pour qu'elles correspondent au stade qu'il y a dans la vraie vie. Et donc finalement, en ce qui concerne les variables qu'on a gardées pour l'entraînement, au stade 1, on a gardé la date relative du prélèvement, le prélèvement lui-même, donc savoir si c'est du sang, des urines, etc. L'unité où a été fait le prélèvement, donc en médecine ou en réanimation par exemple, et les antécédents de bactéries multirésistantes, donc à savoir si le patient a subi une infection à bactéries multirésistantes dans les 3 derniers mois. En ce qui concerne le stade 2, donc on est resté proche de la pratique, c'est l'observation directe. Stade 3, on ajoute les résultats de la culture. Et pour le dernier stade, on a scindé ça en 2. Donc, on a fait un stade 4 pour le genre et un stade 5 pour l'espèce exacte de la bactérie, puisqu'il arrive en fait qu'en pratique, on ne puisse pas immédiatement identifier l'espèce, mais qu'on ait que le genre. Notre tâche de prédiction, c'est une tâche de classification. On fait de l'apprentissage supervisé. Donc, pour pouvoir dire à notre modèle si c'est trompé ou non, il nous faut des variables cibles. Et nous, nos variables cibles, en fait, ce sont les résultats de l'antibiogramme directement. C'est-à-dire que pour chaque entrée du jeu de données, on va avoir une table qui correspond pour chaque antibiotique, si oui ou non la bactérie observée était résistante. Ça, c'était ce qui concerne notre jeu de données. Maintenant, je vais vous détailler un peu les approches qu'on a tentées et qui ont eu des résultats intéressants. Et c'est à commencer par des réseaux de neurones bayésiens. Les réseaux de neurones bayésiens, c'est un paradigme probabiliste des réseaux de neurones. Dans un réseau de neurones classique, ce sont des poids fixés qu'on va itérativement mettre à jour avec l'algorithme d'apprentissage. Ici, ce sont plus des poids fixés, mais des distributions de probabilités. Qu'est-ce que c'est l'intérêt de cette approche probabiliste? C'est qu'en fait, ça permet de quantifier l'incertitude du modèle. Ce que ça signifie, c'est que à chaque prédiction, on va avoir associé un score d'incertitude qui va pouvoir dire à quel point le modèle est sûr ou non de sa prédiction. Admettons que pour une certaine entrée, pour l'amoxicilline, le modèle est prédit qu'il était sensible à 80%. Couplé à ça, on va avoir un score qui va nous dire à quel point le modèle est sûr de sa prédiction. En ce qui concerne les résultats, donc pour les tâches de classification binaire comme on fait, la métrique assez classique, c'est l'air sous la courbe ROC. Le diagramme que vous pouvez voir là, c'est un violin plot. Ça permet en fait de voir la distribution des airs sous la courbe ROC pour chacun des antibiotiques, et ça pour chaque stade. Donc l'observation générale qu'on a, c'est que déjà les performances sont convaincantes et qu'il y a un certain aspect croissant dans les performances. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des stades, on a des performances de plus en plus mieux. Et ce qu'on observe, c'est que au stade 1, c'est là où fatalement les performances sont les moins bonnes. Puis c'est à ce stade-là qu'on a très peu d'informations sur la bactérie. En fait, on n'en a aucune. Néanmoins, les résultats, ils sont au-dessus de 0,5, donc ça signifie que le modèle ne fait pas de prédiction au hasard. On observe qu'au stade 2, donc l'introduction de la première variable relative à la bactérie, donc c'est-à-dire l'observation directe, on observe qu'il y a une grosse augmentation de la qualité des performances. Donc à partir du moment où on observe des informations sur la bactérie, ça améliore déjà la qualité de prédiction. Ça augmente encore au stade 3 et on observe qu'au stade 4, on atteint un certain plateau où les prédictions entre stade 4 et stade 5 sont les mêmes. Ça, c'est associé au fait que, en réalité, entre la variable du genre et la variable de l'espèce, elles sont très proches et au vu du jeu de données qu'on a actuellement, le modèle ne fait pas réellement de distinction entre ces deux variables.
La métrique que vous pouvez voir en dessous, c'est l'AUSE, ça veut dire Area Under the Specification Error. C'est une métrique qui a pour objectif de, en fait, mesurer la qualité de calibration de l'incertitude. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, quand le modèle fait une prédiction et qu'on a une mesure d'incertitude, on souhaite que l'incertitude soit grande quand le modèle se trompe et on souhaite qu'elle soit faible, voire nulle, quand le modèle ne se trompe pas, pour qu'il y ait un intérêt à utiliser cette mesure d'incertitude. Bien sûr, dans le meilleur des mondes, on souhaiterait que le modèle ne se trompe pas du tout, mais c'est compliqué à atteindre, on n'y est pas encore. Donc, puisqu'on a l'opportunité de mesurer l'incertitude, on souhaite au moins qu'elle soit bien calibrée. La USE, c'est une métrique qui doit être minimisée, donc elle doit être la plus proche de zéro possible. Elle est de manière générale très basse, donc ça signifie que notre incertitude est bien calibrée, les mesures d'incertitude sont cohérentes, et on observe aussi qu'elle a un comportement similaire à l'inverse, mais similaire à l'ALR sous la courbe ROC, c'est-à-dire qu'elle diminue au fur et à mesure des stades. Deuxième approche qu'on a tenté de faire, plutôt que de mesurer l'incertitude, c'était de pouvoir tenter peut-être d'essayer d'expliquer les prédictions du modèle et d'avoir quelque part une manière d'interpréter nos prédictions. Donc pour ce faire, on a tenté une approche avec un BLSTM avec une couche d'attention. Les BLSTM, c'est une technique assez fréquente avec les réseaux de neurones récurrents. Et les réseaux de neurones récurrents, eux, sont une technique qui est typiquement assez adaptée pour traiter des séquences. Donc, au vu de notre jeu de données qui est séquentiel et incrémental, ce type d'architecture semble adapté. La couche d'attention, qu'est-ce que c'est? C'est une technique donc en deep learning qui a pour but de tenter d'imiter le processus d'attention cognitif que l'on a nous les êtres humains. Donc ce qui se passe en pratique dans la vie de tous les jours, c'est que le cerveau, lui, il est bombardé d'informations et il va consciemment ou non mettre plus ou moins d'attention sur des éléments qu'il juge importants. Là, ce qu'on essaie de faire avec les mécanismes d'attention deep learning, c'est pareil, c'est qu'on veut essayer de donner l'opportunité au modèle d'apprendre selon le contexte quelles sont les variables les plus intéressantes pour faire sa prédiction, et donc dans l'optique de tenter d'améliorer les scores de prédiction dans un premier temps, mais aussi dans un deuxième temps, on peut, à l'issue de l'entraînement, essayer d'extraire les poids d'attention pour voir quelles ont été les variables qui, d'après le modèle, ont été utiles pour faire ces prédictions. En ce qui concerne nos métriques, donc on a fait pareil que pour les réseaux de neurones bayésiens. Vous le remarquerez peut-être, elles sont très similaires, voire identiques à celles du réseau de neurones bayésien. Et cette observation, elle a été faite de manière générale. En fait, c'est que finalement, n'importe quel gros réseau de neurones qui, avec des efforts sur l'hyperparamétrisation et sur l'entraînement, finissent tous par converger vers ces résultats-là. Et ça, c'est donc attribué en fait quelque part à une limite prédictive du jeu de données plutôt qu'à une limite des modèles entre eux. Donc ça veut dire que le réseau de neurones récurrent avec la couche d'attention a beaucoup d'arguments en sa faveur. Donc déjà, son architecture récurrente qui est adaptée à nos données séquentielles. C'est le modèle qui prend le moins de temps à converger, donc le moins d'époques d'entraînement. C'est le modèle avec le moins de paramètres comparé aux autres modèles. Et puis finalement, il y a l'intérêt d'analyser les poids d'attention que le modèle a mis. Au propos de ça, sur le diagramme, je vous ai mis la tension moyenne que met le modèle pour chaque stade, et ça a été fait sur le jeu d'entraînement. Ce qu'on peut voir de manière générale, c'est que le modèle met très peu d'attention sur la variable des antécédents de bactéries multirésistantes. Ça, c'est attribué au fait que, en fait, dans la pratique et dans la base de données, c'est assez rare d'avoir les informations sur les antécédents de bactéries multirésistantes. Et donc, de ce fait, le modèle met assez peu d'attention sur cette variable. Ce qu'on observe aussi en parallèle, c'est que pour les 3 stages initiaux, donc stage 1, le stage de l'observation directe et le stage de la culture, le modèle met son attention de manière équilibrée sur toutes les variables qu'il a à disposition. C'est cohérent parce que même s'il a des informations sur la bactérie, à ces stades-là, il y a encore des grandes possibilités de combinaisons possibles et donc il a besoin d'utiliser toutes les variables qu'il a sous la main pour pouvoir faire ses prédictions. Là où ça devient intéressant,
C'est pour le stage 4, le stade où on introduit la variable genre et c'est là où on observe que le modèle met toute son attention, une grosse partie de son attention sur cette variable genre. En fait, ce qui se passe, c'est que la variable genre, c'est la première qui permet d'identifier clairement face à quelle bactérie on a affaire. Donc, c'est celle qui donne le plus d'informations et qui va être le plus simple, c'est pas le plus simple, mais la meilleure pour savoir quels sont les antibiotiques adaptés ou non. Au stade 5, c'est là où on introduit l'espèce, mais on observe que c'est toujours le genre la plus importante. Ça, c'est cohérent avec ce qui a été montré précédemment, c'est qu'en fait, entre le genre et l'espèce, au vu du jeu de données qu'on a actuellement, le modèle ne gagne pas trop d'informations avec l'espèce, et donc il met toujours toute son attention sur le genre. Ce que ça nous permet de montrer, cette attention moyenne pour tous les stades, c'est que, en fait, quelque part, le modèle généralise correctement, c'est-à-dire qu'il a un processus de réflexion qui est cohérent avec la pratique. Parce qu'on aurait pu obtenir des résultats de prédiction satisfaisants comme on a eu avec les autres modèles, mais on aurait pu se rendre compte que le modèle mettait toute son attention sur une variable qui est peut-être pas adaptée, s'il mettait toute l'attention sur le moins. Là, on se rend compte que son processus de réflexion est cohérent. Sur le diagramme d'en dessous, je vous ai mis juste des exemples pour des entrées uniques des poids d'attention qu'attribue le modèle. Par exemple, pour un prélèvement qui aurait été fait en mars en médecine, un prélèvement respiratoire, et que c'était une bactérie Klebsiella qui était observée, on voit que son attention sur le fait que c'était une bactérie Klebsiella. Toujours avec cette optique d'être au plus proche de la pratique, on a cette volonté de pouvoir proposer un outil d'aide à la décision pour les cliniciens. Donc, en parallèle de tout ça, on a développé une application mobile dans laquelle on a pu intégrer les modèles les plus performants afin d'être utilisés par des professionnels de la santé qui ne sont pas forcément des data scientists. Donc, on a développé cette application mobile qui est modulaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on trouve un meilleur modèle réseau de neurones ou autre, on peut l'intégrer et on peut utiliser ce modèle pour faire des prédictions. Voilà, ce que j'aimerais que vous gardiez en mémoire après cette présentation, en fait, c'est que à l'aide de données simples, donc de données d'antibiogramme, d'historique d'antibiogramme hospitalier, des données simples qui n'ont pas de problème avec le RGPD, puisque les résultats d'antibiogramme sont des données dites écologiques, donc on n'a pas d'informations sur les patients. Avec ces données, on a pu entraîner des réseaux de neurones qui, chaque réseau de neurones tout seul, est capable de faire des prédictions pour 5 stades d'identification de la bactérie. Et le tout a été possible d'intégrer ces modèles dans des applications dites user-friendly afin d'être utilisés par les experts. À terme, l'objectif de ma thèse, ça va être de proposer une approche fédérée. Et grossièrement, l'apprentissage fédéré, c'est de pouvoir entraîner un modèle global avec des données issues de multiples silos. Donc, les silos ici, c'est les hôpitaux. Et donc, apprendre un modèle global, donc bénéficier de toute la puissance prédictive de jeux de données différents sans qu'il y ait réellement d'échange de données. Donc, ça a un réel intérêt pour ce qui concerne la sécurité et la protection des données. Et voilà pour moi.